Tout de suite, magazine. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Nous de la presse. Et pour ce tout nouveau numéro, nous allons poursuivre avec la thématique abordée l'autre fois, c'est-à-dire est-ce qu'un journaliste candidat peut-il continuer d'exercer? Mais on essaiera d'ajouter un sous-thème, voire deux. C'est-à-dire on parlera de prochain, peut-être si on a le temps, du prochain congrès extraordinaire de l'UNPC, mais également on parlera des journalistes, conseillers, attachés de presse, de tout cela. On en parle ici. Et mes invités, vous allez tout de suite les découvrir. Je reçois pour vous des invités de marque. Je commence par Eugène Jonas Cotta. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Simplement journaliste. Juste après vous, il y a le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Élisée Vautier. L'autre fois, vous nous avez fait faux bon, vous n'êtes pas venu. Non, je disais, mais on a commencé à me dire, vous n'avez pas invité l'UNPC, comme si j'avais une dent contre l'UNPC. Nous voici. On parle de ça, la des plus journalistes intelligente d'entre elles. des candidats. Et juste après Jean-Marie Kassamba, on a Séverin Bamani. Prof. Merci Madame Odia, je suis très content Professeur, de vous voir sur le plateau. Ancien journaliste. Il y a se confronter dans d'autres tribunes. Et aujourd'hui, je suis... Merci de nous honorer en acceptant de participer à cette émission. Donc on rappelle aux téléspectateurs, ça se passe entre journalistes. On parle de nous. On fait une introspection, qui sait, on parle des journalistes. On a toujours l'habitude de parler des autres. Mais là, il y a une remise en question par rapport aux médias, par rapport à l'exercice de notre métier ici au pays. Et donc la thématique, comme je le disais, c'est on continue. Est-ce qu'un journaliste peut être candidat? Je commence par Jean-Marie. On a eu ces débats, premier numéro. Ça allait dans tout le sens. Certains disaient non, un journaliste candidat peut continuer d'exercer. D'autres, comme le CESAC, avec le rapporteur du CESAC, disait non, niet. Un journaliste, une fois devenu député, il ne peut plus exercer. Au niveau de l'UNPC, qu'est-ce que vous en dites? Merci Élisée Vautier de nous avoir associés à ces plateaux très intéressants et très importants pour nous. D'ailleurs, c'est nous de la presse. Donc nous parlons de nous, de nos problèmes, des solutions qu'on peut apporter pour améliorer ce métier. D'abord, je vous réponds si directement qu'un journaliste ne peut pas être candidat à un poste électif ou un poste dans une administration, dans un cabinet ministériel. Il cesse immédiatement d'exercer ce métier parce que nous sommes un pouvoir à part entière. Et que le journaliste, par définition, il collecte, il traite, il diffuse l'information dans une certaine équité, dans une certaine objectivité. Oui, je souligne certaines, parce que c'est souvent des notions relatives. Chez nous, il y a eu beaucoup de confusions de genres, de mélange de genres. Pourquoi? Parce que parfois le métier ne nourrit pas son homme, parce que la conjoncture pousse parfois les gens à faire 1000 métiers pour essayer de subsister ou de vivre un peu, je dirais, étant donné des charges. Mais en réalité, si on veut être journaliste, professionnel des médias, on n'a pas vocation à faire autre chose que servir l'opinion. Parce que quand vous servez l'opinion avec déjà l'appendice vert ou accroché à une autre source de pouvoir, vous biaisez votre démarche. Vous biaisez votre démarche, on va continuer. Vous biaisez votre démarche. Professeur, il y a des députés médecins, députés avocats, parce que l'argument a été brandi lors du dernier numéro par certains. Pourquoi il ne peut pas avoir des députés journalistes? Professeur Séverin Bamani. Bon, je pense qu'au départ, il faut clarifier la question. Est-ce que le journaliste qui devient député, qui veut cumuler, à la fois être journaliste, faire un journal parlé, continuer à produire son émission, ou le fait d'être député, de cesser de faire ce que vous aviez fait hier, le métier d'informer? Je dis, les deux ne sont pas compatibles. Déjà par le fait de changer de pouvoir. Nous disons, nous les journalistes, nous sommes le 4e pouvoir. Et lorsque vous devenez député, vous n'êtes plus du 4e pouvoir.
vous êtes du pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif, comme le quatrième pouvoir, a ses contraintes, a ses normes. Il y a deux façons de devenir député. Soit vous endossez le maillot d'un regroupement politique ou d'un parti politique, ou vous dites, moi en tant que journaliste, je vais être indépendant. Vous pouvez être élu tout en étant indépendant, avec l'étiquette d'indépendant. Mais le problème n'est pas par rapport à votre capacité, à votre expertise de journaliste. Vous demeurez un bon journaliste. Mais le fait d'appartenir à un autre corps, il y a des contraintes qui font en sorte que, par rapport à l'éthique et la déontologie journalistique, vous ne pouvez plus fonctionner. Ce qui n'est pas le cas. Le journaliste, c'est le chien de garde qui aboie à l'approche du danger. Le journaliste, c'est celui qui mentalise pour que la démocratie fonctionne. Mais le médecin, il est avec son malade. Le journaliste, il parle au président de la République, il parle au dernier des citoyens. Ce qui fait que son travail est différent par rapport au travail de l'avocat, par rapport au travail du médecin. Le médecin peut être à la fois aller dans son cabinet médical, traiter son collègue député qui est malade, mais il ne peut pas, comme le journaliste ne peut pas à la fois, le matin, il est dans une séance parlementaire, interpellé, il fait prévaloir le point de vue de son parti politique, même il n'est pas dit que parce qu'on est journaliste indépendant et que tout ce que vous allez dire doit être indépendant. Non, vous pouvez vous aligner sur un point de vue ou sur un autre. Mais déjà par le fait de changer de chambre, si vous permettez l'expression, c'est incompatible d'être à la fois journaliste et député. Mais c'est ce qu'on fait, Jonas Kota. Journalistes, c'est ce que nous faisons presque tous les jours. Nous émettons des opinions. Certains, c'est vrai, certains sont catalogués, tel camp, ça c'est de 1, de 2. Séverin Bamani vient de dire, le journaliste est le quatrième pouvoir, mais l'avocat fait partie d'un autre pouvoir aussi, peut-être pouvoir judiciaire, je ne sais pas, dire on ne sert pas. Mais ça n'empêche pas un avocat de continuer d'exercer en tant que député tout en demeurant avocat. Oui, l'erreur qu'on commet souvent, c'est de comparer ces professions-là comme si ces professions sont soumises à un même code d'honneur, ça veut dire à des bases d'exercice de ces professions. Le médecin a son code d'éthique et de déontologie, l'avocat de même, le journaliste de même. Et tous ces métiers-là sont assortis d'éléments d'incompatibilité. Alors, parler d'un journaliste par rapport à son métier et lui dire que non, pourquoi est-ce qu'un journaliste ne peut pas faire de la politique alors qu'un médecin peut faire de la politique, c'est biaiser les choses. On est en train de vouloir comparer des choses non comparables. La dernière fois, on nous a brandi l'article 118 de la Constitution qui répertoriait, en tout cas qui revenait sur les différents métiers frappés d'incompatibilité. Il n'y avait pas le journalisme. Là, je cite Eliezer. Mais ça c'est de la confusion. C'est la confusion, franchement, qu'il a commise. Moi, ça m'a étonné que ce soit un législateur qui ait commis ce genre de confusion. Parce qu'il parlait des responsabilités publiques qu'on peut exercer, même si dans ce pays, s'il y a autant d'erreurs qu'on commet. La loi dispose, par exemple, qu'une même personne ne peut pas être rémunérée 2 fois par l'État. Et vous trouvez un député qui est rémunéré par l'État, qui peut être aussi mandataire public rémunéré également par l'État. Ce sont des hérésies qui sont déjà des hérésies et puis des erreurs. Mais ce sont des jurisprudences qui existent. Pourquoi quand c'est les journalistes on en fait tout un problème? D'incompatibilité. J'ai aussi entendu parler de choses de mise en disponibilité, de quoi il y a un autre terme que j'avais entendu là. Détachement? De détachement. Le code d'éthique et de déontologie, plutôt la loi portant statut du journaliste, la loi de 81 qui n'est pas encore amendée aujourd'hui, prévoit des cas d'incompatibilité. Vous pouvez beau aller faire un autre métier, du moment qu'il est incompatible avec les normes du journaliste, vous ne pouvez pas le faire. Soit vous restez journaliste et vous partez, vous n'êtes plus en détachement, vous vous retrouvez en incompatibilité. Pour parler du cas spécifique du journaliste et du politicien, selon les normes, ce sont deux choses qui se repoussent, qui ne peuvent pas se marier. Un journaliste, son travail, son tableau de bord, c'est l'objectivité. Un politicien ne peut pas être objectif. Le politicien, c'est de la surenchère. C'est de la démesure. Il ne peut pas, quand il voit 2 chiens, le politicien va voir une meute de chiens. Vous, journaliste, vous avez vu 2 chiens, le politicien va vous dire que non, j'ai vu une horde de chiens.
c'est deux choses totalement incompatibles parce que ce sont des choses opposées. On ne peut pas être à la fois journaliste et être politicien. C'est inimaginable. Inimaginable. Jean-Marie Kassamba, vous êtes... Allez, on a vu, il y aura beaucoup de journalistes candidats. C'est comme si vous les aviez incités à postuler, disent certains, est-ce vrai? Est-ce que vous avez motivé certains des journalistes, surtout quinois, à se lancer en politique? Je vous explique, Élisée Odia, la sociologie de notre société aujourd'hui. Pourquoi les jeunes se tournent vers la politique? Pourquoi les autres métiers abandonnent leurs prédilections, ce qu'ils font au jour le jour, pour devenir des députés, pour devenir des assistants parlementaires? C'est parce qu'on a vendu aux Congolais que pour s'en sortir, pour gagner un peu d'argent, ou plus d'argent, pour compter dans notre société, il faut être politicien, être député, être sénateur. Et par là, vous devenez même ministre. Et vous avez des immunités. Oui, et vous avez des immunités. Et même les gens hier que vous adulez, que vous respectez, qui vous redoutez, ils vous appellent Excellence. Ces raccourcis a travesti notre société, y compris les journalistes. Et moi, je n'ai pas encouragé tout cela. Je constate, comme beaucoup, qu'il y a une espèce... La fois dernière, les journalistes qui se présentaient comme étant engagés, comme étant auprès du peuple, qui vociféraient beaucoup, qui disaient des choses d'une manière incisive, etc., préparaient leur futur statut de politicien. Donc ils se sont servis un peu de nos plateaux. On parle entre nous, c'est vraiment de journalistes. Absolument. Et beaucoup le faisaient d'abord parce qu'ils voulaient, ils étaient appendices de certains partis politiques, d'hommes politiques, etc. Mais à un moment donné, ils touchaient un peu d'argent avec ça. Et ils ont vu que, si je postule, je peux être élu. Et ils ont été élus. Et beaucoup n'ont pas donné des résultats escomptés. Ils n'ont même pas voté des projets de loi. Il n'y a même pas de loi de tel ou tel journaliste qui était devenu... On attend toujours la loi sur l'accès à l'information. Exactement. Et comme les autres sont devenus des députés, leur statut, leurs avoirs, leur façon d'être a changé, ça a donné des émules, ça fait des émules, ça a donné des idées à d'autres. Et cette fois-ci, vous avez vu qu'il y a une espèce d'ordre, si vous utilisez le terme utilisé par mon collègue. Non. La société se meurt parce que les gens pensent que pour compter, il faut devenir politique, élu. Est-ce que les gens... Or, la richesse d'une nation, c'est la diversité des métiers et des métiers souvent de production. Un élu, ça légifère, mais ça ne produit pas d'une manière... comment dire, dans notre PNB, on ne comptera pas qu'il y a autant de lois de produits, même si ces lois peuvent produire effectivement au niveau de l'exécutif un certain nombre de choses pour la richesse de la nation. Moi, je suis un peu souvent malheureux de constater que les gens qui pouvaient apporter beaucoup dans notre métier, en étant journaliste, en étant professeur, en étant, comment dire, des producteurs du dé, sont à la cause, sont devenus des serviteurs excusez-moi le terme, de la propagande, de certaines promesses parfois irréalisables, des idées parfois diffuses qui font que notre métier perd des éminences crises. Vous parlez pour vous. Certains risquent de dire que Jean-Marie est passé maître dans l'art de diffuser la propagande. Hein? Non. C'est entre nous. On est entre nous. Moi, je suis l'homme qui fait à la fois de la communication. On va commencer 5 chantiers et tout. On dit, mais il n'y avait pas meilleur que Jean-Marie Kassamba pour nous vendre, allez, du vent. Mais je peux vous dire que j'ai effectivement fait de la communication. Mais lorsque je fais mon métier de journaliste, je le fais. Dans les règles de l'art. Ah, mais là aussi, on va en parler. Hein. Communication, journalisme, la frontière, selon certains, c'est limite, professeur. Oui, mais je pense que c'est un faux débat.
Ouais. C'est un faux débat. Je pensais que le journaliste doit être accroché au micro et sa profession de la première année jusqu'à la dernière. Le journaliste peut avoir des atouts qui peuvent faire en sorte que du chevalier de la plume et des micros, il peut assurer des fonctions publiques. Mobutu était lui-même journaliste, il est devenu président de la République. Un ami, confrère qui était le secrétaire général des Reporters sans frontières, Robert Ménard. Il était d'abord reporter, secrétaire des Reporters sans frontières. Aujourd'hui, il est maire de Béziers en France. Oui. Je pense que l'histoire nous renseigne que le journaliste a la possibilité d'occuper d'autres fonctions. Mais pas faire les deux fonctions en même temps. En fait, peut-être des fonctions incompatibles en même temps. Moi, j'ai toujours dit que c'est incompatible. J'ai donné l'exemple ici. Le médecin, il traite son malade. L'avocat, il plaide pour son client. Le journaliste, il parle au président de la République, il parle à tout le monde. Donc sa mission, c'est une mission publique. Et son éthique, elle est différente. Le journaliste, c'est comme les professionnels. Il peut travailler dans un média pendant cette session, il peut aller dans un autre média pendant une autre session. Il fait son travail. Mais il ne peut pas cumuler, il ne peut pas devenir pour dire, voilà, je suis en même temps journaliste, j'ai une émission, pour dire les choses de manière claire. Notre confrère, que j'apprécie beaucoup, Élisée Tambo, s'il doit passer dans les médias, il doit passer en tant que député, en tant qu'homme politique. Pas en tant que journaliste. Il ne peut pas. Mais il a une émission, par exemple, ce n'est pas un débat autour de l'Eliezer, une émission Massolo et un député, où il est là, il échange avec ses électeurs, ça, il ne peut pas non plus le faire. La première des choses que Eliezer devait faire, c'est quoi? Déjà par le fait d'avoir été élu député, déjà par rapport à sa propre éthique et déontologie, c'est d'aller à l'UNPC, remettre sa carte professionnelle. Je suspends. Je ne suis plus journaliste actif. Je vais aller travailler au Parlement. Les idées que je défendais devant les micros, je vais aller les défendre à l'hémicycle. C'est comme ça que ça se passe. Et quand il aura terminé son mandat, il peut revenir. Mais il ne peut pas faire les deux à la fois. C'est incompatible. Jonas Kota, on reparle encore d'Eliezer parce qu'il a dit quelque chose d'important lors de la dernière émission. Il a dit certaines structures des médias ici dans notre pays travaillent plus pour l'échec des journalistes qui sont engagés dans une compétition électorale en voulant justement interdire à ces journalistes-là d'exercer. Vous travaillez contre les confrères. Ces organes-là, je pense qu'il voulait parler du CESAC et du UNPC, même si l'UNPC est aujourd'hui... sous perfusion, on espère qu'il va... Je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion dans cette émission. Franchement, il y en a eu beaucoup. Qui a fait des infidélités à l'autre? Est-ce la profession à travers ces organes de régulation, d'autorégulation, ou sont ces professionnels qui ont décidé de quitter la profession pour aller entamer une autre carrière? Parlons-en. Qui a chassé qui? Ce sont des personnes qui estiment que je voudrais entamer une autre dimension de ma vie. Je voudrais devenir politicien. Il devient politicien. Tout comme il peut devenir, par exemple, que non, je cesse d'être journaliste, j'ai ouvert mon église, il devient pasteur de son église. Personne n'empêche à personne de devenir qui il veut. Tout ce qu'on voudrait, c'est qu'on sache qu'il soit établi que le journalisme a des barrières qui sont consignées dans un texte qu'on appelle Code d'éthique et de déontologie, au-delà duquel on cesse d'être journaliste. C'est aussi simple que ça. Vous avez dit qu'on allait parler de chargés de communication. On en parle tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi ce ne sont que des journalistes qui vont vers la politique, qui continuent de se revendiquer journalistes, alors qu'il y en a plein d'autres collègues qui ont entamé d'autres carrières dans des institutions du système des Nations Unies qui sont chargés de communication partout ailleurs, qui ont cessé d'être journalistes et qui ne se le revendiquent plus.
Mais pourquoi toujours ce sont ceux qui vont vers la politique qui disent qu'ils continuent à demeurer? C'est un peu louche, ça. Peut-être parce que c'est un mandat électif, vous savez ils doivent remettre en scène leur mandat chaque 5 ans, c'est pas le cas avec les autres. On peut chercher à escroquer sa propre conscience sans le réussir. Même sa propre conscience, on ne peut pas l'escroquer. Alors on ne peut pas escroquer toute une profession comme ça. Vouloir partir tout en disant qu'on est dedans. Non, je pense qu'au fait, tout ça aussi, c'est un peu ce qui fait la faiblesse de nos structures de régulation et d'autorégulation. Donc, je pense que déjà à ce niveau-là, on devrait savoir dire, lorsque vous changez de casquette, vous arrêtez de fonctionner comme journaliste. Je pense qu'au fait, le conseiller en communication, le chargé de communication ou le chargé de la presse, on cesse d'être journaliste. On va parler, je voulais poser une dernière question à tous les trois par rapport à la thématique journaliste et candidat. Quand est-ce que les confrères qui sont engagés dans cette compétition électorale doivent cesser d'exercer, c'est-à-dire après la publication de la liste définitive, Jean-Marie Kassamba, ou tout de suite au moment où on a appris qu'ils sont devenus candidats, ils cessent tout de suite? C'est aussi simple que cela, Élisée Woudia. Lorsqu'on lève l'option d'être candidat, lorsqu'on dépose sa candidature et valider cette candidature au niveau de la CENI, on cesse d'être journaliste. Pourquoi? Parmi les conditions d'éligibilité, il y a aussi la mise en disponibilité, il y a aussi la démission pour certaines fonctions, il y a aussi le profil. Le fait que vous soyez déjà candidat à la députation. On suppose que vous aviez déjà votre carte. Mais on suppose, pas on suppose. Vous êtes dans une prédisposition d'un autre métier. C'est aussi simple que cela. Lui, il a parlé d'escroquerie. Mais les gens se mentent eux-mêmes. De quelle manière? L'autre métier, c'est de la visibilité. Notre métier, c'est de la respectabilité, de l'honneur. Notre métier vous donne un certain pouvoir. Et les gens ont du mal à se dessaisir de ça. Ouais. Les gens ont du mal à quitter ce monde-là. Ils veulent faire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas profiter du beurre et l'argent du beurre et le beurrier même. Donc vous êtes là, vous êtes en train de dire non, je vais être à la fois journaliste, mais je vais être député, en même temps je vais présenter, enfin je vais parler à la télé, qu'on me voit que je parle à la télé, et que je vais aussi être un homme d'influence, et je suis aussi élu. Et je suis aussi chargé de communication, et je suis aussi attaché de presse. Mais vous êtes attaché de presse, vous concoctez des communiqués, des dossiers, vous allez vers maintenant ceux qui font ce travail au quotidien. Vous mentez à vous-même, mais vous mentez à votre conscience, à votre métier. C'est pour ça que j'ai dit, il faut être honnête avec soi-même, avec sa conscience, avec l'opinion. Parce que l'opinion qui vous voit le matin, vous êtes attaché de presse. Le soir, il vous voit au 19h en train de présenter les journaux. On parlera vraiment l'opinion va dire, parler mais finalement, le monsieur que j'ai vu là au Parlement, là, on va essayer de voir si faire le débat, les deux cas sont similaires. Et les soirs, il dit Massolo avec député. Mais la manière de dire les députés, il fait monologue, hein, il fait monologue. Il fait une espèce d'éditorial. Or, Massolo, ça veut dire que il y a interactivité, il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui envoient des messages, mais vous faites un travail de journaliste éditorialiste. Il y a confusion des genres, et c'est ça qui pose problème. Ça pose problème. On va, par rapport à cette question, on se retrouve, les journalistes, certains se disent, oui, moi je veux déposer ma carte une fois que la Cour constitutionnelle aura confirmé pendant que vous allez faire la campagne, là, est-ce que c'est maintenant là qu'ils doivent arrêter ou ils doivent attendre une confirmation? On commence par Bamani. Excusez-moi, il y a un côté professionnel. Le journaliste peut avoir toutes ses capacités sur le plan de la profession. Mais le journaliste
a un code d'éthique et d'idéontologie. Et les codes d'éthique et d'idéontologie, c'est essentiellement moral. Et ça n'a rien de contraignant, en fait. Ça n'a rien de contraignant. C'est un problème de bon sens, un problème qui vous touche vous-même, dans votre conscience. D'honnêteté. D'honnêteté. Moi, c'est vrai, Bamani, je vais être candidat député, je suis sur la liste des candidats députés. Dès lors que je suis affiché quelque part, ma conscience m'interdit de faire ça. Même si je vais le faire dans les règles de l'art, même déjà par le fait que je suis affiché quelque part et que je suis catalogué, je suis étiqueté, je vais arrêter de le faire. Jonas Kota, nos confrères qui ont postulé doivent cesser d'exercer et ne pas attendre la publication de la liste définitive. Revenir sur un cas d'école qui s'est passé en France et qui revient tout le temps quand on a ce genre de débat, c'est le cas de Anne Sinclair. Qui ne connaît pas Anne Sinclair? Elle était au pinacle de sa carrière avec son émission 7 sur 7 sur TF1, la chaîne qui avait l'audimat à l'époque en France. Et avait décidé d'arrêter tout net de sa carrière parce qu'elle avait épousé un politicien, Dominique Strauss-Kahn. Par le mariage, elle a arrêté sa carrière. Il y a peu d'autres raisons quand soi-même on décide d'accéder dans une profession. Mais pourquoi chez nous ça pose problème alors qu'ailleurs, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples des gens qui ont quitté le métier et qui font aujourd'hui la politique, ça pose pas problème. Par rapport à la politique, à quel moment cesse-t-on d'être politicien, de journaliste quand on veut faire la politique? Mais la question peut être posée, à quel moment devient-on politicien? Est-ce que quand on a déposé sa candidature et que ton nom apparaît sur une liste d'élections, ou c'est quand on a pris une carte de parti politique? Alors quand ils avaient pris des cartes, on n'était pas là. C'est déjà à ce moment-là qu'on a changé quelque chose. C'est vrai, parler de morale. Quelque chose a changé en soi. On n'est plus ce qu'on disait être. On est devenu quelqu'un d'autre. Et quand on est conscient, quand on est honnête avec soi-même, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu politicien. Ça veut dire qu'on a cessé d'être politicien. Parce que même en ce moment-là, votre président de parti, prenons la chose par l'autre bout, votre président de parti va vous taper dessus. Donc celui-là est venu ici juste pour être candidat. Tout ce temps-là, il n'était pas encore avec nous, il n'était encore que journaliste. Il peut décider de vous bloquer parce que vous n'êtes pas honnête envers lui-même. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous n'êtes pas honnête envers la profession que vous êtes en train de quitter. Il faut toujours prendre ces choses de ce côté-là. Hein? Quand on est honnête avec soi-même, le journalisme, c'est le genre de métier qui s'exerce avec un code d'honneur. Quand on est honnête avec soi-même, quand vous regardez le code d'éthique, ce sont des termes équité, vérité, objectivité, précision. Ce sont des termes qui rapportent à la morale. Et la première des choses de la morale quand on est dans une société, c'est l'honnêteté. Quand vous dites que non, moi je me souviens, quelqu'un d'autre, paix à son âme, lui-même avait dit que non, je cesserai d'être journaliste quand mon nom sera sorti comme élu. Voilà, lui il disait élu, aujourd'hui on dit quand mon nom la publication, la liste définitive. Mais dès le moment où on a décidé, même si on est candidat l'UNPC, on fait comment? Parce qu'il y a on n'interdit pas aux journalistes de passer à la radio et à la télévision. Non, on n'interdit pas. Mais pour ceux et celles qui actuellement sont en train d'exercer l'UNPC, on n'a pas le CESAC actuellement. L'UNPC, vous faites quoi maintenant? La réponse est simple. Au niveau de Kinshasa. La réponse est simple. D'abord, moi, je les pratique déjà au niveau de mes propres médias. Tous qui ont été ou qui sont candidats ne peuvent plus venir prester en tant que professionnels des médias chez moi. Ni invités comme journalistes. Invités comme politiciens, oui. Invités comme candidats, oui. Mais pas comme professionnels de médias. J'ai un de mes journalistes, Jacob Semir, pour ne pas le citer, il est désormais interdit d'antenne. Ah, il est candidat? Oui, il est candidat. Okay. Il est interdit d'antenne. Vous n'avez rien vu venir et qu'il appartenait à une mouvance? Non, il y a des gens qui se sont servis de nous quand même. Franchement, les gens sont venus au sourire la vie. On se sert de qui? Il y a des gens qui se sont servis de... Mais de toutes les façons, pour arriver à quelque chose, il y a toujours un tremplin. Nous étions tous là, on se disait, on est tous journalistes, d'autres avaient des agendas cachés quand même. C'est pour ça que vous voyez l'engouement, ou plutôt la véhémence avec laquelle certains
s'extrader dans des dossiers. Il a donné l'exemple de la France, un pays que je connais un peu mieux. Audrey Pulvar ou Noël Mamère, les deux je les connais. Pulvar était une grande journaliste. Et elle présentait sous la 3 le programme le plus suivi. Il est même parti à Europe 1, etc. Elle a démissionné par le fait que son mari était engagé dans un débat électif. Et qu'à un moment donné, il venait, son mari, sur le plateau, enfin, là où elle animait. Et là, elle a démissionné. Noël Mamère, la même chose, c'est l'un des meilleurs présentateurs des JT sur France 2, à l'époque. Lorsqu'il adhéra au parti écologique, il a démissionné. Et il a cessé de participer dans des débats comme professionnel des médias. Mais comme politicien, oui. Et des exemples comme ça, il y en a. Il y en a d'ailleurs en France, etc. Quand vous suivez les JDD, les journaux de dimanche, oui. Ça fait pratiquement 2 semaines de grève où les journalistes ont contesté un responsable qui appartient à l'extrême droite. Mais pourquoi il viendra nous inoculer son idéologie politique? C'était le cas avec Anne Sinclair quand elle est revenue. Voilà. Comme rédacteur. Mais de toutes les façons, je comprends votre question. La question a surtout, tout à fait... Surtout, vous ne sentez pas visé. Vous aviez déjà été candidat en 2016. Oui. Vous avez fait comment? Vous aviez cessé d'exercer? J'ai cessé d'exercer. J'ai cessé d'exercer. Je peux témoigner. Et quand je suis venu pour la dernière fois, c'était pour commenter en rapport avec les élections. Comment ça s'est passé dans ma circonscription électorale. Et je me rappelle, parce qu'au fait, dans ma profession de journaliste, j'ai été suspendu 2 fois. La première fois, je fais un reportage à la RTNC sur les enfants qui étaient en pique-nique en Sélé, qui sont morts. Je fais un reportage en direct. On m'a suspendu parce qu'on estimait qu'au même moment, on avait les massacres des Tingiting et des autres, et que moi, je rajoutais avec mon reportage. Et la deuxième suspension, c'est le président Mutinga de la AM qui m'a suspendu parce que je fais des simulations pour dire qu'il restait 1 500 000 voix. Et même si on prenait toutes les voix et que toutes les voix on donnait à un candidat, il n'atteindrait pas un autre candidat. Or, la loi électorale disait qu'il ne fallait pas faire des simulations. Ce que je faisais en tant que journaliste était tout à fait normal. J'ai été suspendu. Mais quand j'ai posé ma candidature, je cessais. J'étais comme journaliste à la presse présidentielle, je ne faisais plus de reportages. J'étais comme responsable à Digital Congo, je ne faisais plus de reportages. Et je ne faisais que des commentaires en tant qu'invité. Évidemment, si Jean-Marie Kassamba estime que son journaliste à lui, c'est quelqu'un qui a l'expertise en matière de l'éthique et de la déontologie et qu'il peut venir donner son point de vue en tant qu'expert, il peut le faire. Mais pas pour venir en tant que... Animer des émissions, recevoir... Non, pas du tout. Donc, chers amis... Et là, je comprends un peu le côté laxiste de nos organes de régulation et d'autorégulation. Et Jean-Marie ne nous a pas répondu sur la question. Vous faites quoi? Parce que moi, j'ai rien contre les amis. On parle entre nous. Les textes sont clairs, Élisée Odia. On est à la télévision aujourd'hui. Il faut que les amis les sachent. La loi en vigueur, et nous sommes là, tous nous avons travaillé sur les derniers États généraux et qui ont pondu cette loi aujourd'hui promulguée par le président de la République, n'entretient pas cette loi la confusion des genres. L'éthique et la déontologie professionnelle n'autorisent pas la confusion ou plutôt cette dualité ou plutôt ces comportements, on va dire, chauve-souris. Et donc, à l'issue, si vous voulez que je sois plus clair, du congrès extraordinaire que nous allons voir bientôt, on va être beaucoup plus rigoureux en termes d'exclusion dans notre métier, de notre métier, des gens qui pensent qu'ils peuvent exercer ce métier de journaliste tout en étant élus, tout en étant machin, tout en étant autre. Parce que c'est interdit. Bon, en attendant, on continue comme ça. Non, en attendant, puisqu'on attend le congrès... On va lever les options. Extraordinaire, on va lever les options. Au niveau de Kinshasa, en tout cas, nous allons faire notre assemblée de la ville de Kinshasa dans pas longtemps. Nous avons levé les options pour qu'on ne puisse pas avoir sur le plateau de télévision les gens qui sont à la fois candidats et que même
il preste en tant que professionnel des médias. On va lever les options. Très rapidement, on aborde la problématique des conseillers attachés de presse parce que certains se disent comment on peut reprocher aux journalistes d'être candidats et de laisser des journalistes être conseillers. Et il n'y a pas plus engagé qu'un journaliste conseiller et qu'un journaliste attaché de presse. Et ceux-là ne sont pas inquiétés. Mais vous savez, on a fait le reproche à notre consoeur Tina Salama, qui est porte-parole du chef de l'État. Ouais, qui a fait une interview au président de la République. Mais là, c'était, je parle sur le comptoir de prof. Ce qu'avait fait Tina, c'était quand même, c'était pas professionnel quand même. C'est ce que je suis en train de dire. Au fait, je pouvais bien comprendre que si elle, en tant que porte-parole, qui invite 2 ou 3 confrères pour dire, voilà, le chef de l'État a reçu des questions par réseau social, par ceci, ainsi de suite, et que nous allons faire un plateau, et vous allez relayer les questions des confrères, et moi, je fais un peu comme la maîtresse de conférence, j'organise un peu, je coordonne. Mais en fait, à un certain moment, les gens ont dit, au fait, c'est Tshisekedi qui parle à Tshisekedi. Mais pourquoi? Parce que notre consoeur, son rôle n'est pas le rôle de traiter, de collecter, de traiter, de diffuser l'information. Son rôle, c'est de porter la parole du chef de l'État. Elle porte la parole d'une institution. Il en est de même du chargé de la presse, du conseiller en communication. Dès lors que vous avez l'étoffe du chargé de communication, c'est-à-dire maintenant, vous travaillez pour le compte de la structure qui vous a engagé, si c'est le ministère, si c'est une entreprise, ainsi de suite. Mais déjà, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui le matin est au ministère comme attaché de presse, puisque le ministre a une activité, c'est lui qui a couvert l'activité du ministre, et le lendemain, c'est celui qui fait les reportages à la RTNC. Mais c'est ce qui ça ne peut pas se passer de cette façon-là. C'est ce qui se fait 2 poids 2 mesures. Journaliste candidat, vous dites niet, mais on a toléré, on continue de tolérer pendant beaucoup d'années maintenant des journalistes conseillers, journalistes attachés de presse. Donc le matin, il est là au cabinet, le soir, celui qui présente le journal. Malheureusement, c'est devenu très courant. Et ces choses, il faut le dire aussi, sont facilitées par le fait de la déshérence générale de la profession et même du secteur médiatique. Regardez combien de médias on a ici, de chaînes de radio et de télévision. Ce sont des médias qui appartiennent aux politiciens. Si le régulateur, l'autorégulateur est faible, et quel qu'il soit, le politicien a le bras long. Si vous lui refusez de venir faire ce travail là-bas, il va aller faire ça sur la chaîne de son patron. Il le fait sous la chaîne de son patron, qui est ministre. En ce moment-là, c'est le ministre qui donne l'autorisation à ce qu'un journaliste se prenne des libertés avec une profession. Et c'est très compliqué ça. Ce que vous dites, moi-même j'ai été attaché de presse du gouverneur de la ville, ici dans la ville de Kinshasa, à l'occasion des toutes premières élections de 2006. Tout le monde me connaît. Je travaillais dans une rédaction d'un journal de la place et j'avais cessé d'écrire et je n'avais même pas mis mes pieds à cette rédaction-là pendant tout mon mandat. Pendant tout mon mandat, et j'ai dû même faire 5 mois plus tard pour comment on dit, de me décrasser, sortir de ce carcan-là d'attaché de presse pour redevenir reporter la toque de journaliste. Je vous assure que quand vous faites un travail sur vous-même, vous vous rendez compte de la très grosse difficulté qu'il y a à passer d'un camp à l'autre. Et c'est ce qui me déconcerte, moi, que des gens trouvent autant de facilité de faire ça et de venir même sur des plateaux de télévision et les revendiquer. C'est là que je dis que franchement, nous sommes dans une très profonde déchéance morale. On vous dira que vous êtes de la vieille école. Ce n'est pas une question le journalisme a évolué, on a une forte capacité de nous adapter à toutes circonstances que vous n'aviez pas à l'époque. Non, ne confondons pas être permanent à la présidence, être permanent à la primature, être permanent à un ministère et être membre d'un ministère. Il y a des journalistes d'une rédaction, on dit Madame Odia, vous êtes de notre média, vous êtes permanent, c'est-à-dire vous suivez les activités du Premier ministre. Vous n'êtes pas membre du cabinet. Mais là, on parle de quelqu'un qui est sur l'arrêté. Qui est sur l'arrêté, qui est salarié ou qui a un salaire et finalement qui à la fois continue à prester. C'est incompatible. Il ne peut pas le faire. Élisée Odia, il faut être clair. Vous ne pouvez pas faire partie d'un cabinet ministériel et souvent avec un arrêté
et en même temps aller présenter une édition du journal ou signer un article avec votre nom. Mais c'est ce qui se fait. Mais c'est interdit. On est à la barbe. Mais pourquoi ça se fait? Allez, j'allais dire du Je l'ai ministre dit des au Médias, début. qui, Dieu seul sait, essaie de faire Je des l'ai efforts, hein, dit- mais bon, le ministre, il sait Je l'ai dit tout au début de cette Même au émission. cabinet du ministre, il y a des gens qui continuent de... Bon, voilà. Non, on Même revient. au cabinet du Au cabinet du ministre, ministre, il y a des gens, il y a des gens- au cabinet qui continuent de prester comme journalistes. J'ai dit ceci. on fait comment? Je l'ai dit tout au début On de cette fait comment? émission. Mais non, mais le cabinet du ministre n'est pas un organe de régulation. C'est d'abord, Mais il peut accepter de travailler avec des journalistes qui prestent et qui sont conseillers. Élisée, Il l'embarrasse. Élisée Odia, il faut savoir que, il y a la pauvreté, il y a l'envie de la visibilité et aussi, accessoirement, les copinages. C'est fort quand même. Oui, les copinages, c'est moi, c'est la proximité, c'est les amitiés qui font que lorsque un ministre, enfin quelqu'un devient ministre, il va s'entourer avec ses amis. Et ses amis... Il faut aller au pied l'éthique, ses la amis disent, déontologie. non, mais on ne sait jamais, ça c'est ponctuel. Je vais donner un coup de pouce à mon ami. Entre-temps, je garde un pied là où je preste comme journaliste. Et le ministre dit, non, mais tu peux faire le deux. Mais d'une manière déontologique, d'une manière professionnelle, on cesse d'être efficace lorsqu'on plaide deux causes. On sait d'être efficace. On ne peut pas être à la fois un bon journaliste et en même temps un bon analyste. Et pourquoi regarder ce qui se passe à travers tous vos sites internet. Les gens qui font les éditoriaux, les monologues là que vous voyez, qui se filment, qui commencent à donner un point de vue sur quelque chose, ça n'a rien de journalistique. On fait quoi? Moi, ma question, parce qu'on est tous d'accord. C'est contre l'éthique, c'est contre la déontologie, mais ça existe, ça se pratique. Donc, pour l'instant, ces gens-là continuent d'exercer en attendant qu'il y ait des réformes. Non, ben, je pense qu'il faut frapper. Il faut frapper. L'UNPC, il ne veut pas, il attend le congrès extraordinaire. On n'est pas dans la jungle. Je pense que l'homme a une conscience, mais quelque part, l'homme s'est dit, ben, c'est l'homme qui met en place un certain nombre de choses, mais c'est en même temps l'homme qui est parfois appelé à les contourner et aussi à marcher à l'encontre. C'est pourquoi il y a des normes. C'est pourquoi il y a des lois. Mais ceux qui sont censés faire respecter ces normes ne le font pas. Moi, je suis embarrassée, monsieur le ministre. Moi, je vous apprécie beaucoup. Mais bon, il est censé... On a parlé tout à l'heure du ministre des Médias. Il doit quand même prêcher par l'exemple. S'il ne le fait pas, bon. Lui-même qui a été ministre, qui a été journaliste, il avait cessé d'exercer. Voilà. Et ça, c'est tout à son honneur. Il avait cessé d'exercer jusqu'à ce qu'il ait embrassé sa carrière. Mais là, il cautionne quand même certaines dérives. Mais, il faut dire quand même que le gros problème qu'il y a, c'est l'absence de la sanction. Et cette absence se justifie par ce vide que nous voyons de l'autorégulateur. Tout à l'heure, mon grand frère Séverin Mambani avait dit que l'éthique a une dimension morale sans un effet contraignant. C'est ce que les gens croient. C'est vrai, mais il y a aussi une autre dimension. C'est que le journalisme, c'est un métier qui est encadré par des lois et qui a une instance qui peut vous poursuivre pour usurpation de titre à tout moment. C'est ce que les gens oublient. Vous pouvez être poursuivi pour usurpation de titre. Parce que vous vous dites journaliste alors que vous ne l'êtes pas ou bien vous ne l'êtes plus. Encore, il faut espérer qu'il n'y ait pas une main politique qui vienne un peu... Malheureusement, c'est ça. C'est le cas. Madame, depuis la conférence nationale souveraine, partout, il y a même des gens qui ont dit la crise de la République démocratique du Congo, c'est une crise morale avant tout. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut quand même arriver, un peu comme on a dit dans d'autres circonstances, restituer aux journalistes son poids ontologique. L'avocat qui vous plaide de la condamnation à la relaxation a fait les mêmes études que vous. Le magistrat qui vous condamne à 20 ans de servitude pénale, c'est un licencié en droit comme vous êtes licencié en communication, en journalisme. Et je pense que c'est à nous-mêmes, sur le plan interne, de donner de la valeur et de la caution à notre profession. Et c'est pourquoi, au fait, les bons journalistes, ce n'est pas par rapport à l'autre,
c'est par rapport à soi-même. Yeah. Et lorsqu'on sait que ce que je suis en train de faire par rapport à moi-même, je ne peux pas le faire, je n'attends pas que l'autre vienne me dire c'est vrai Bamani, vous avez été à l'encontre du code d'éthique et de déontologie. C'est à partir de nous-mêmes. Et ce qui fait que lorsque, par rapport à soi-même, un peu comme disait Jean-Paul Socrate, connais-toi toi-même. Et lorsque je me connais moi-même, dans mes insuffisances, dans mes qualités, dans mes défauts et dans mes avantages, je sais comment me comporter. Je pense que de ce point de vue-là, les hommes commettront toujours des erreurs. Il faut absolument que les organes de régulation, d'autorégulation arrivent à frapper pour dire non, vous ne pouvez pas faire ça par rapport à l'éthique et de la déontologie. Il y a une contrainte. Les médecins savent que... Pourquoi le médecin ne peut pas traiter sa propre épouse? Pourquoi il ne peut pas traiter sa propre mère? Parce que la déontologie l'interdit. Il en est de même des avocats. Et chez les journalistes, il en est de même. L'autorégulation, vivement le congrès extraordinaire de l'UNPC. Un mot rapidement, parce que j'ai le bonheur, la grâce d'avoir les membres du comité scientifique. Le rapport a été remis au ministre des Médias. C'est pour très très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer rapidement de ce prochain congrès? Et peut-être qu'à la fin, le président de l'UNPC nous donnera le jour, la date de ce prochain congrès. Mais on commence par vous, Jonas Kota, et on va terminer. J'ai eu le privilège de participer sous la conduite de mon grand frère Séverin Bamani au processus du travail scientifique qui a nettoyé les textes qui doivent régir la nouvelle UNPC. Et j'espère que le congrès que nous attendons va avoir lieu le plus tôt possible, parce que nous ne l'oublions pas, ça va faire 2 ans que le journaliste en République démocratique du Congo œuvre sans carte professionnelle parce que l'octroi avait été gelé. Oui, moi ma carte elle date de 2021. Voilà. 2021. Ça fait 2 ans. Mais le plus grand espoir que nous devons formuler, c'est qu'au-delà des textes qu'on a nettoyés, que nous ayons des hommes. Tout passe par l'homme. Vous pouvez avoir les meilleurs textes du monde. Voyez-vous, par exemple, notre code d'éthique et de déontologie est calqué sur la charte de Munich qui avait été adoptée en 1971. Nous avons le privilège dans ce pays d'avoir adapté la charte de Munich dans le cadre d'un code d'éthique qui a été mis en œuvre à partir de 2004. Mais dites-vous bien que cette charte de Munich-là, qui a été adoptée par la communauté économique européenne, qui est devenue aujourd'hui l'Union européenne, n'a été mise en application en France qu'à partir de 2009. Vous vous rendez compte, nous sommes en avance sur un certain nombre de choses, mais il faudrait que l'homme soit au niveau de la dimension de la moralité dont nous avons véritablement besoin. Parce que si nous avons une presse véritablement professionnelle, soyez sûrs, elle va impacter sur d'autres domaines de la société, notamment le secteur de la pratique de la politique. La pratique de Séverin Bamani, vous étiez le grand boss. À quoi devons-nous nous attendre? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, permettez, madame, que je puisse dire un mot de remerciement au comité exécutif de l'UNPC à travers Modeste Chabani. Et à travers mais aussi l'implication du ministre. Oui, l'implication du ministre. Quand même, oui, le d'abord ministre les états généraux, nous a demandé ce travail-là. Et nous avons eu pratiquement 2 semaines pour réfléchir. Un peu comme je le disais le jour où nous avons remis le travail au ministre, que l'UNPC souffre de ces textes et de ces hommes. Les textes, au fait, l'UNPC avait 3 statuts, 3 règlements intérieurs. Et vous avez, au-delà du texte général qui régit l'UNPC, il y a aussi des statuts particuliers. Okay. La commission de la carte avait son statut qui n'avait rien à voir avec l'UNPC général. La commission des disciplines, ce qui faisait que le président de la commission des disciplines, au fait, la commission des disciplines... Vous pouvez révoquer le président de la commission de la carte. Qui n'est qu'une chambre. Non, il va révoquer le président du comité directeur. Et on a dit, il fallait faire ce travail-là. On a réduit tous les 3 textes en un seul, tout en affirmant la collaboration au niveau des organes, mais surtout en réaffirmant le leadership du président, parce qu'au fait, l'UNPC était fragilisé et le leadership du président, on ne le sentait presque pas. Alors, autre chose, on a essayé un peu de mettre en place ce qu'on appelle le conseil de sages. Okay. Le conseil des sages, parce qu'au fait, il y avait une confusion où le président pouvait suspendre les membres du comité exécutif, ou les membres des commissions pouvaient comme ça sanctionner les membres du comité exécutif. On a dit non,
il y a un conseil de sages. Ce conseil de sages qui est composé de membres qui ont eu à gérer l'UNPC, qui est composé des enseignants, des experts qui ont une grande expérience dans le métier pour arriver à trouver un peu de solution aux problèmes qui se passent au niveau du comité directeur et au niveau des membres élus du comité sectionnaire. Autre chose, vous savez, dans nos problèmes, lorsque vous, consoeurs, confrères, vous êtes déférés devant les tribunaux de pair, très souvent, c'est quoi? Il y en a qui se faisaient accompagner des 3 avocats, des 4 avocats, ainsi de suite, qui venaient soulever les exceptions, qui venaient nous ramener dans les procédures du code pénal, ainsi de suite. Nous, on a dit, niet. C'est d'abord une affaire entre professionnels. Lorsqu'un article est mal écrit, un article est déséquilibré. Dans un article où vous m'épinglez moi et vous épinglez mon confrère Jean-Marie Kassamba. Mais sur les 2 pages, Jean-Marie Kassamba a 3 paragraphes et moi j'ai toute une page. Quelle est la loi qui va sanctionner cela? C'est vous, journalistes. C'est vous qui comprenez, mon cher ami, vous avez manqué l'équilibre dans votre manière de traiter l'information. Donc, celui qui est déféré devant le tribunal de pair, il se fait accompagner d'un autre confrère, plus aguerri, plus expérimenté. Lorsqu'un médecin a mal opéré, c'est un autre médecin qui doit le dire. Et lorsque un avocat a mal, il va au conseil de l'ordre. Donc, c'est un peu comme ça. Et nous, ce qu'on a fait, on a aussi corsé les conditions d'accès dans les métiers. Pour éviter cette histoire de mouton noir, vous devez être licencié en communication, en journalisme, avant d'accéder dans ce métier. Mais on fait l'ouverture à d'autres. Vous pouvez avoir une licence en droit, une licence en relations internationales, mais vous commencez par être stagiaire. On va vous apprendre les b.a.-ba de la technique pendant du une année, 2 ans avant de se tenir là. Et nous appelons absolument à ce que ce congrès puisse réussir. J'ai dit que l'UNPC souffrait de ces textes, mais aussi de ces hommes. Ces hommes, parfois, ceux qui étaient au comité directeur, d'autres dans des commissions, avec un ego surdimensionné, et ça crée des confusions. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quoi? Pour que les choses aillent de l'avant. Avoir un comité qui va redorer l'image, et tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les hommes politiques de tous bords, ils n'auront rien à gagner à faire en sorte que l'INPC doit être à l'image du pays. On se pose la question, c'est bien, le ministre Mouyaya, il est porte-parole du gouvernement, mais qui donne l'information du Congo à l'étranger? On va faire ça. Votre président, est-ce que l'UNPC sera à l'image du pays ou à l'image du régime? On va terminer par vous. Écoutez, moi j'ai présidé une commission aux États généraux qui portait sur la nouvelle politique nationale de la République démocratique du Congo. Ouais, j'étais dans cette commission. Oui, j'étais dans cette commission. oui, la communication. Oui. On n'a pas dit la politique du régime. On a dit du pays. L'UNPC est l'organisation des journalistes de la République démocratique du Congo. Et c'est seulement cela qui va être question à l'issue de ces On croise les doigts. Il n'y aura pas une amie politique comme c'était à Mwanda ou dans d'autres congrès. Non, c'est pour cela que on se connaît quand même dans cette profession. Hein. C'est pour ça que je salue le travail scientifique qui a été fait. Et je salue aussi l'union, une espèce de cœur. Yeah. C'est chorus maintenant autour de ces textes. Nous allons désormais réformer cette profession pour qu'elle soit essentiellement axée sur les professionnels. Les gens qui ont l'amour du journalisme. Les politiciens qui tirent les ficelles en général, il faut qu'ils tel ou tel. Et qui ensuite viennent se plaindre que la c'est le premier, s'ils trouvent une phrase de travers, un commentaire de travers, ou plutôt objectif par rapport à ce qu'ils ont fait comme action, ils vont dire c'est la profession qui pêche. Mais c'est quel type de journaliste que nous avons en RDC? Nous allons réformer tout cela en toute indépendance. Bien évidemment, nous suppléons qu'on nous donne ces moyens pour qu'on fasse ce travail le plus rapidement possible, avant qu'il y ait élection. Parce que après, quand on va gérer les contentieux, quand on va gérer les mécontentements, etc., là, les journalistes ou ceux qui sont dans ces secteurs vont sortir leurs obédiences. Et ça sera très dangereux à contrôler après. Et donc, moi, je pense qu'il y avait des problèmes de texte, hein, il a été dit, problème d'hommes aussi, mais le problème, c'est d'abord
se poser la bonne question. Quel type de presse on veut pour notre pays? Misérabiliste, une presse arrimée aux obédiences, une presse des malheureux qui n'ont pas de quoi vivre. Nous voulons laver un peu de tout ceci. Un leadership qui tienne la route. On espère que ça sera le cas, parce qu'on est déjà au mois de septembre, donc on espère que, en tout cas avant, avant décembre, on aura notre... Et comme nous... C'est l'organisation qui se met en... Et comme on l'a dit tout à l'heure, cher Chandel quand même au ministre, non pas quand même, cher Chandel au ministre, qui a tout mis en œuvre, qui a mis le paquet, qui a réussi à... Il a fait les textes, la loi. Tout le monde, parce qu'il y avait quoi de faire le congrès. Chapeau bas. Donc tout le monde est maintenant sur la même longueur d'onde. Il y avait tellement de... Donc, monsieur le ministre... Fédérer les journalistes... C'était pas gagné. Et il a tenu, hein, c'était dur. C'était pas gagné. Mais je pense qu'il a un atout. Son atout, c'est parce qu'il est professionnel. Voilà, professionnel. Monsieur le ministre, merci. Mais également, merci au comité scientifique, journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous, de la presse, pour les uns et les autres, on parle de nous, de nos tares, de nos erreurs. On essaie de faire une introspection sur l'exercice de ce travail ici en République démocratique du Congo. Et c'est sans tabou, sans rancune d'ailleurs. C'est vraiment toute liberté, en toute confrérie, convivialité. On remercie les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre cette émission. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.